Aujourd'hui, donc, je suis chez Franck Badarou, donc, qui est pharmacien à Saint-Germain-du-Teil en Lozère. Donc Franck qui est là. Bonjour Franck. Bonjour. Voilà. Donc Franck est le fils d'une famille modeste de cheminots. Voilà, fils cadet de deux enfants. Le cadet de deux enfants. Bon élève au lycée de Marvejols. Il est passionné par le médical. Donc il a fait ses études de pharmacie à Montpellier. Il a été assistant dans diverses pharmacies. C'est ça. En 2004, Franck a acquis la pharmacie de Saint-Germain-du-Teil, qui faisait à peu près 600 000 euros de chiffre d'affaires et qu'il a payé 600 000 euros. Voilà. Et Saint-Germain-du-Teil, c'est un village de l'Aubrac, au pied de l'Aubrac, et il lui est arrivé une sacrée aventure. Voilà, on peut dire ça comme ça. Tout à fait. C'est exact. Donc Franck s'est retrouvé avec les gendarmes qui sont venus avec des mitraillettes et qui lui ont réclamé 800 000 euros d'indus. Il a été mis en examen sous contrôle judiciaire et on lui a fait fermer sa pharmacie. Donc pour revenir à la carrière de Franck, donc il a toujours voulu développer sa pharmacie, son métier était sa passion. Tout à fait. Voilà, il était content, il devenait un acteur local incontournable du médicament et autour des produits pour les vétérinaires. Tout à fait, exactement. Voilà, professionnel, rigueur reconnue par tout le monde, entrepreneur. Depuis qu'il s'est installé, vous avez pris seulement 15 jours de vacances. Depuis que j'exerce la profession de pharmacien, carrément, oui, que 15 jours de vacances. Réellement 15 jours de vacances. 15 jours de vacances et 18 heures de travail par jour. Donc fin 2007, son affaire a été couronnée de succès, vu qu'en quelques années, donc, il a réussi à monter le chiffre d'affaires de la pharmacie à 1,4 million d'euros. C'est ça. Dans un petit village au pied de l'Aubrac, c'est quand même une belle réussite. Voilà, donc son comptable a toujours validé la comptabilité de son entreprise, qui s'appelle Fiducial. Et donc, on va revenir à ces tracas. Donc, ces tracas, c'est la fermeture de sa pharmacie, du jour au lendemain. Voilà, des indus qui étaient pas payés à la sécurité sociale, mise en examen, contrôle judiciaire, les gendarmes dans le petit village, voilà. En 2018, il a dû procéder au licenciement, plan de redressement, réouverture, puis deuxième fermeture. Il a été frappé d'une deuxième interdiction d'exercer en mars. C'est ça. Voilà. Et aujourd'hui, il est en phase de liquidation de sa pharmacie. C'est ça. Donc aujourd'hui, vous vivez aux dépens de votre père. C'est ça. Et vous avez été mis en examen plusieurs fois pour escroquerie. Alors vous dites qu'il s'agit d'erreurs de facturation commune dans certaines pharmacies. Tout à fait. Alors on vous réclamait 600 000 euros. 800 000. 800 000 euros. Après quelques années, la justice a baissé les indus à 75 000 euros. C'est ça. Voilà, vous avez été soumis à un contrôle judiciaire très sévère, vous avez perdu 40 kilos, c'est comme si vous sortiez d'un camp de concentration. Voilà, interdiction de vivre en Lozère, interdiction d'exercer, interdiction de rentrer en contact avec votre compagne, interdiction de rentrer en contact avec vos salariés, votre compte bancaire saisi, ainsi que votre maison et votre voiture. Tout. La totale. Donc la justice vous a envoyé à Cayenne. Et vous vous estimez heureux qu'il n'y ait pas la peine de mort, sinon vous aurez coupé la tête. Évidemment. Voilà, donc le résultat de 4 ans de procédure, c'est 2 auditions de 3 heures. Voilà, un juge d'instruction qui n'a pas vu qu'un document saisi était un faux, une fin d'instruction avec une remise de plus de 90% des indus. Voilà. Et là, vous êtes en cassation. Voilà. Donc, Franck, j'ai une première question à vous poser. Comment allez-vous? Mais disons que je ne vis pas. Vous imaginez, je survis.
Donc vous avez rappelé, effectivement, ça a commencé par une perquisition. Imaginez des gendarmes avec des mitraillettes à l'entrée de la pharmacie. Imaginez un autre à l'entrée de la cour de la maison. Vous imaginez le traumatisme pour un village de 800 habitants. D'ailleurs, j'avais même une voisine centenaire, ça l'a tellement choqué qu'on m'a fait comprendre que son décès avait été précipité par tous ces gendarmes avec des mitraillettes. Après, j'ai eu 2 jours de garde à vue, et puis j'ai eu un contrôle judiciaire sévère. D'ailleurs, je défie quiconque d'avoir ce contrôle judiciaire et d'en sortir vivant. Vous l'avez rappelé, j'ai été interdit de résider dans mon propre département. J'ai été interdit de rentrer en contact avec mon ami du jour au lendemain. J'ai été interdit de rentrer en contact avec mes salariés, mais toutes les personnes inhérentes à mon travail. J'ai été interdit d'exercer, alors qu'il n'y avait aucun problème sanitaire. Et en parallèle, effectivement, on m'a saisi tous mes comptes bancaires, la maison, la voiture, on m'a mis à nu. Et ce contrôle judiciaire est très sévère. D'ailleurs, c'est un terme qui a été repris par la cour d'appel de Nîmes quand on m'a levé mon contrôle judiciaire. Ils ont dit que ce contrôle judiciaire avait été humainement violent, qu'il avait été contraire aux prescriptions de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et que même il avait été disproportionné par rapport aux objectifs suivis. Excusez-moi, j'ai une question. Et vous avez quand même quelque chose à vous reprocher? J'ai absolument rien à me reprocher. Tout ce qu'on potentiellement on me reproche, je le justifie. Ce qu'on me reproche, c'est des erreurs de facturation, mais qui n'ont rien de particulier, qui sont, si vous voulez, communes à toutes les pharmacies. Et, évidemment, on manipulait peut-être 1000 factures par mois, donc inéluctablement, ça va engendrer des erreurs humaines, des erreurs matérielles. Et si vous voulez, pour traiter ces erreurs, vous avez même des sociétés, qu'on appelle des sociétés de tiers payants, qui en ont fait un fonds de commerce. C'est-à-dire que, en les rémunérant leurs services, ils vont nous traiter ces erreurs à notre place, parce que ça prend du temps, puis c'est chronophage, donc... Bon, moi, je ne faisais pas appel à ces services des sociétés de tiers payants, puisqu'on faisait très peu d'erreurs dans la pharmacie, de par ma rigueur et de celle de mes salariés, mais j'en ai sollicité une quand même pour analyser mon année 2017 de facture. Et il en ressort que le total, si vous voulez, de mes rejets, de mes indus, enfin le total de mes erreurs, s'élève à 0,9%. C'est-à-dire que sur l'ensemble de mes factures de l'année 2017, il y a 0,9% de factures qui ont potentiellement des erreurs, des anomalies. À savoir qu'au niveau national, le taux d'erreur est de 3,5 à 4%. Donc concrètement, ça veut dire qu'on faisait 4 fois moins d'erreurs dans ma pharmacie que celle de mes confrères. D'accord. Comment s'est déroulée l'instruction? Uniquement à charge. Uniquement. Je peux vous prendre, je ne sais pas, un exemple ou deux. On a demandé systématiquement des actes. Par exemple, on me reprochait que je modifiais volontairement une ordonnance pour nuire à la CPAM. Bon, c'est grotesque. C'est gros. J'ai l'impression que ça fait mal à mon intellect. Donc on a demandé un graphologue. Et ça a été systématiquement refusé. On a demandé des experts. Ça a été systématiquement refusé. Voilà. Et même, surtout, j'ai demandé l'intégralité des factures qui posent problème. Ça paraît normal. Il faut bien que je sache qu'est-ce qu'on me reproche exactement sur chaque facture. Et on l'a demandé à multiples fois et on les a jamais eues. Pourquoi je les demande? Parce que j'ai quelques factures qu'on me reproche pêle-mêle. Ou des fois, j'ai même un tableau Excel, où il n'y a rien de marqué. C'est pas clair, il faut quand même on déduise ce qu'on me reproche. C'est pas marqué manuellement. Et le peu de factures que j'ai, sur les erreurs qu'on me reproche, je vais faire court, j'en ai par exemple des vaporeuses et des nébuleuses. Texto, on me dit, la prescription médicale n'a pas été fournie, seule l'ordonnance a été produite. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on comprend là. Bon, d'autres sont même fallacieuses, parce qu'on me dit, monsieur Badaou, vous avez facturé comme s'il y avait 3 prises par jour.
Et il n'y en a que 2. Et non, quand on regarde l'ordonnance, il y en avait 3. Etc. Donc c'est pour ça que je demande, si vous voulez, l'intégralité des ordonnances pour pouvoir les analyser, les factures du moins, pour pouvoir les analyser les unes après les autres. D'accord. Alors, on vous reproche d'être un fraudeur, mais vous n'avez pas eu de contrôle fiscal. Comment ça se fait? Ça paraît curieux, parce qu'effectivement, comme vous le dites, officiellement, on me dit qu'il y a un indu de 800 000 euros. Alors je vous dis officiellement, parce qu'officieusement, c'était même davantage, puisqu'on me dit 800 000 euros, c'était sur un tiers des factures à l'époque qu'ils avaient analysées. Donc il en restait 2 tiers analysés. Donc on imaginait que j'allais avoir 2,4 millions d'indus. Bon, ça devrait quand même se voir sur la comptabilité, un trou comme ça. En plus ou en moins d'ailleurs. Or, effectivement, vous avez raison. En 2017, j'ai eu un contrôle ARS, tout s'est bien passé. J'ai eu un contrôle des services vétérinaires, tout s'est bien passé. J'ai eu un contrôle URSSAF aussi, tout s'est bien passé. Mais avec ce trou dans ma comptabilité, il y aurait dû y avoir un contrôle, ça aurait dû déclencher forcément un contrôle fiscal. Si j'en ai pas eu, c'est qu'il n'y avait pas de souci dans ma comptabilité. La preuve, vous l'avez répété, mon comptable, c'est fiducial. Bon, c'est des gens comme pignon sur rue. C'est pas le comptable qui est à la retraite ou la micro-entreprise. Donc eux, si vous voulez, quand ils valident une comptabilité, ils engagent leur responsabilité. Donc ils l'ont validé chaque année, d'autant plus que je suis adhérent à la CGA, un centre de gestion agréé, qui eux, chaque année, leur compte rendu de mission concluait à la concordance, vraisemblance de ma comptabilité. D'accord. Donc, pour tout le monde, ma comptabilité, et d'ailleurs, ça pose une question, ça aussi. Sachez que dans mon dossier pénal, il n'y a pas de comptabilité analytique. Or, apparemment, c'est le nerf de la guerre, là, cet indu. Il n'y a pas de comptabilité. D'accord. Donc, on parle dans votre dossier là, d'une instruction à charge. Est-ce que vous pouvez m'expliquer pourquoi? Donc, je vous ai dit à charge les demandes d'actes qu'on a fait, les demandes de factures, ça a été systématiquement refusé. Alors, le pourquoi, je ne sais pas pourquoi il s'acharne à travailler uniquement à charge. Voilà, parce que on vous a condamné au travers de statistiques et d'interprétations. Oui, disons. Et Effectivement, sur la seconde interdiction, vous avez raison. On me fait une extrapolation. Donc ça, c'est formidable, je vous explique, c'est vite fait. On prend la lettre A, donc de mes assurés qui commencent par la lettre A. On me dit là, vous avez fait un certain nombre d'erreurs. Donc, comme il y a 26 lettres dans l'alphabet, eh bien, on va multiplier par 26. Voilà, tout simplement. Sauf que, bon, on fait fi, par exemple, X, Y, Z, peut-être que je n'ai pas trop de clients qui commencent par X, Y, Z. Alors là, potentiellement, peut-être il y a un peu moins d'erreurs que sur la lettre A. Mais on s'en fiche. Il y a 26 lettres, vous avez fait tant d'erreurs sur la lettre A, on multiplie par 26. C'est ça, les extrapolations. C'est comme vous, si demain, vous faites 2 excès de vitesse ce mois-ci, eh bien, on va vous dire, écoutez, il y a 12 mois dans l'année, eh bien, on va multiplier par 12. Vous faites 24 excès de vitesse. Vous les faites ou vous les faites pas, on s'en fiche. C'est statistique, c'est extrapolation. Voilà, c'est la même chose. est-ce qu'on peut parler d'impartialité ou d'incompétence du système judiciaire mandois? Alors, on peut parler de partialité, puisque je l'ai vécu. Comme vous l'avez répété, en 4 ans, j'ai eu que 2 auditions. Parce que moi, honnêtement, vu la dramatisation du dossier qu'on avait fait sur la presse et tout, et sur la technicité du dossier, je pensais que j'allais être même interrogé tous les jours sur mes factures. J'ai eu que 2 auditions. La première, on n'en parle pas, ça a été général, on a parlé plus de choses que des factures. La seconde audition, là, on a parlé des factures. Sauf que j'ai vite vu que j'agaçais la juge, parce que quand j'essayais d'argumenter avec des documents, elle me faisait d'un geste qu'on verrait ça à la fin de l'audition. Sauf qu'à la fin de l'audition, on n'a pas eu le temps. Et puis de toute façon, ça n'avait plus aucun sens parce que c'était désynchronisé avec ma démonstration. Et c'est là que la juge d'instruction me dit, mais monsieur Badarou, ce n'est pas les factures qui posent un problème. Je le sais que tous vos confrères font le même type d'erreur. Sauf que c'est vous êtes surveillé. Ah ben là, écoutez, si j'avais un doute sur
sur la partialité, et bien là, la messe était dite. Hein, d'accord. Voilà. Oui, et ben alors pourquoi êtes-vous surveillé et qui a intérêt à vous écarter du système médical lozérien? Bon, vous avez effectivement évoqué mon évolution depuis le début que j'ai acheté la pharmacie. Donc, que j'ai fait des jalousies chez mes confrères, je le sais. D'ailleurs, c'est même factuel, puisque j'avais pas plutôt fermé la pharmacie, qu'il y a un document qui a circulé dans les établissements, donc que je servais les infirmeries, donc mes clients, qui les incitait d'aller nominativement à la pharmacie de la Cameroun, qui est mon principal concurrent. Et accessoirement, s'ils ne le faisaient pas, eh bien, ils devraient payer la distribution de leurs médicaments. Donc ça, c'est factuel. Après, vous êtes sans savoir que l'économie de la Lozère, c'est les établissements de soins. C'est le poumon économique de la Lozère. La présidence de ces établissements est politique. Pour un politique, ça peut peut-être permettre de leur noyauter le circuit économique. Mais il ne serait pas absurde d'imaginer qu'une entreprise, une pharmacie, peut solliciter cette force politique pour les avantager. Voilà. De quelle façon, par exemple? Imaginez que cette politique, que cette pharmacie, que cette politique soit le maire d'un village. On pourrait bien imaginer que la pharmacie essaye d'utiliser ce politique pour essayer de gagner des clients. D'accord. C'est pas absurde d'imaginer ça. Oui, on peut imaginer pas mal de choses. C'est pas absurde. Donc à qui profite le crime? Donc déjà, je vous dis factuellement, ça profite à la pharmacie de la Canorgue, et ça a été confirmé par ce document qui a circulé immédiatement que j'ai fermé après. Voilà. Vous avez autre chose à dire, Monsieur Badarou? Il y a tellement de choses à dire. Si vous voulez, je considère que tout ce qui s'est passé, c'est une injustice. Tout simplement. La période où j'ai eu ce contrôle judiciaire, le premier, dans une revue professionnelle, le quotidien du pharmacien, il y avait un article qui disait que des confrères pharmaciens à Nîmes étaient poursuivis par la Sécu pour une fraude. Donc, et surtout pour un montant de 800 000 euros. Donc ça avait attiré mon attention parce que c'était le même indu. Donc des confrères comme moi, dans les mêmes conditions, poursuivis pour une infraction à la Sécu, aux caisses primaires, comme moi, et entendez bien, ils n'ont jamais été interdits d'exercer. Même pas une mise en examen. Alors que moi, cette interdiction d'exercer, ça m'a liquidé automatiquement la pharmacie, puisque j'étais le seul diplôme de la pharmacie. Donc j'ai dû fermer automatiquement. Voilà. Donc je vis ça vraiment comme une injustice. Voilà. Et quand je vois qu'on travaille uniquement à charge, hein, et que j'essaye d'expliquer, et qu'on ne m'écoute pas, qu'on balaye ça. D'ailleurs, vous savez, quand je vais en appel à Nîmes, j'y vais depuis 4 ans, j'assiste. Mais j'ai vu leur évolution. J'avais au début une avocate générale qui était en verbe. J'avais l'impression qu'on allait même, avec tout ce qu'on me reprochait, j'allais être décapité immédiatement. Et puis au fil des années, j'ai vu qu'elle était obligée, même cette avocate générale, de balbutier. Que de 800 000 euros, on est passé d'abord à 115 et on termine à 75. Et dernièrement, j'ai eu un avocat général, mais parce que j'ai l'impression, il a parlé que 30 secondes, si vous voulez, donc je vois, même en appel, je vois leur gêne devant toutes ces erreurs qui sont faites à Mende. Ils les ont déjà
Ils ont déjà levé mon premier contrôle judiciaire, mais ils peuvent pas toujours aller à l'encontre des magistrats de fond. Et on voit bien leur gel au fur et à mesure. Voilà. Donc on voit qu'il y a un souci. Donc qu'est-ce que vous demandez en cassation là, aujourd'hui? Alors, je demande la cassation, c'est au niveau du tribunal de commerce. Parce que la clôture de la liquidation est prévue courant juin. Sauf qu'il y a eu un faux d'une greffière, donc on porte plainte contre la greffière, et on va en cassation pour ça, pour la liquidation de la pharmacie. Et là, effectivement, il y a eu des problèmes de procédure. D'accord? Alors, si vous voulez, je vais vous en citer deux, parce qu'il y en a en cascade, mais on va partir juste de la cote D1, le premier. D'accord? J'ai la directrice de la Caisse commune de sécurité sociale qui a l'honneur de porter plainte contre la SARL. Bon, déjà l'honneur, je trouve que ce n'est pas un terme qui est approprié parce que on a l'impression qu'elle a le privilège, elle est ravie de porter plainte. Enfin, soit contre la SARL, sauf que effectivement, vous avez quelqu'un devant vous qui est mis en examen, qui a un contrôle judiciaire, qui est interdit d'exercer, alors qu'il n'a aucune plainte contre lui. Oui, on l'a déjà dit ça. On a dit que vous n'aviez aucune plainte contre vous. Oui, vous l'avez peut-être dit, mais bon, j'ai pas fait attention. Autre, vous prenez la cote des deux, c'est l'ouverture de mon dossier, l'ouverture de mon enquête. C'est un soit transmis qui est signé par Alain Berthomieux, procureur. Sauf que c'était le 19 août. Sauf que le 19 août, c'était pas lui procureur, c'était Xavier Sicot. Parce qu'il y a eu un décret le 6 juillet où M. Alain Berthomieux perd son pouvoir de procureur. Et M. Xavier, dans ce même décret, gagne son pouvoir de procureur. Donc l'un remplace l'autre. Donc un mois après, 19 août, le procureur, c'est Xavier Sicot. Donc Berthomieux, si c'est lui qui a signé, donc il n'est pas compétent pour le faire, juridiquement. Et si ce n'est pas lui qui a signé ce document? Donc c'est pour ça qu'on a porté plainte contre X pour faux en écriture. D'accord. Non seulement, juste, on a signalé ce problème de procédure à la juge. D'accord? Au lieu de saisir la chambre d'instruction de la cour d'appel, elle a clôturé immédiatement le dossier. Alors qu'on lui signale qu'il y a un souci de procédure. Et non seulement ça, elle a trouvé que la façon que mon avocat a dû lui dire ça, c'est limite outrage à magistrat, et même c'est atteinte à sa dignité. Alors c'est-à-dire qu'on lui dit, vous avez loupé un faux, madame la juge, vous avez loupé un faux, on vous le signale, et bien vite, on ferme le dossier, il n'y a plus rien à voir, merci, ou sauve qui peut, comme vous voulez. Et elle nous parle pendant ce temps de ses émotions de dignité, parce que la dignité, je m'excuse, c'est pas sur le papier. Moi, je l'ai vécu avec mon contrôle judiciaire. Donc la dignité, je sais ce que ça représente, mais c'est pas ça. D'accord. Très bien. Bon, bien écoutez, vous avez peut-être on va vous souhaiter bonne chance. Hein. Vous avez peut-être un dernier mot à dire? Il faut. Bon, merci de m'avoir interviewé. Et je vous tiendrai au courant de l'évolution du dossier. Très bien, nous vous souhaitons bon courage. Oui, c'est gentil. Ouais. Merci.